Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop, pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Et retrouvez-nous sur www.meropodcast.fr. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner des étoiles sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un message. Ceci est l'épisode 17, le grand bond en avant. Nous l'avons dit dans notre précédent épisode, l'année 260 fut une annus horribilis. Un empereur prisonnier des Sassanides, la peste qui décime les populations, de multiples agressions sur le Limès et pour couronner le tout, une énième guerre civile avec pour finalité la prise du trône. S'il n'était pas de fer, il était fortement convoité par Galien et de nombreux usurpateurs, tant à l'ouest qu'à l'est de l'Empire. En effet, plusieurs régions de l'Empire connaissent des révoltes, des usurpations et des sécessions. Elles naissent de la même préoccupation de trouver sur place les moyens d'une défense que l'Empire centralisé n'est plus capable d'assurer dans toutes les régions à la fois. Les deux sécessions les plus marquantes ont lieu à Palmyre, attaquée par les Perses, et en Gaule, en danger face aux Germains. Comme souvent, les sources parlent peu des opérations menées sur le Limès occidental par les Germains. Les auteurs romains préfèrent alors plutôt discréditer Galien, qui est accablé de tous les défauts. Il est paresseux, débauché, tyran, lâche sur le champ de bataille. Et au final, c'est Posthume à l'ouest qui est présenté comme le garant des valeurs occidentales assaillies par des barbares. Heureusement, les recherches historiques et archéologiques ont permis de porter un jugement moins sévère sur le règne de Galien et surtout de mieux comprendre les attaques répétées du Limès romain en ces années 260. Et nos Francs dans tout cela? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer. Les Francs se spécialisent dans les raids de proximité. De petites bandes de combattants qui se répandent en priorité en Gaule du Nord avant d'aller piller les régions du Sud pour les plus aventureux, ou les plus lents, ceux qui ne trouvent plus que des ruines au nord. Des bandes mobiles, de dimensions réduites qui vont s'attaquer, une fois le Limès franchi, à toutes les places mal défendues et les villages faciles à piller. Des raids terrestres ou maritimes qui ne mettent pas directement en péril l'organisation politique romaine ou les grandes villes de garnison comme Cologne ou Trèves en Allemagne moderne. Mais par contre, c'est une autre histoire pour les populations. Les hommes et femmes des campagnes, eux, sont les premières victimes de ces raids de pillards que l'armée peine à contrôler. Et on voit donc une multiplication de ces attaques de Francs jusque dans le bassin parisien, ou même en Normandie et en Champagne. C'est là qu'on trouve des caches de pièces très nombreuses datant de cette époque. C'est généralement un bon moyen de dater l'arrivée d'une menace, lorsque les locaux cachent en urgence leurs biens les plus précieux, dans l'espoir de les retrouver une fois la menace disparue. Des trésors monétaires qui indiquent sans trop d'ambiguïté quel empereur est sur le trône à ce moment-là. Au vu des quantités découvertes par les archéologues modernes, beaucoup de paysans gallo-romains ont dû tenter cette manœuvre de dernier recours. Et vraisemblablement, sans beaucoup de succès. Plus on retrouve de pièces, plus vous pouvez parier que, malheureusement pour les paysans de 260, beaucoup d'entre eux n'ont pas dû vivre assez longtemps pour revenir déterrer leurs trésors cachés. Et oui, c'est la pire configuration pour nous, les amateurs d'histoire-bataille. On n'a pas de grands affrontements à la mode antique à raconter pour 260, avec des chocs de boucliers, des charges de cavalerie. Non, c'est Kutchi, Nada et Walou. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces opérations étaient de petites balades champêtres non plus, et que ces opérations ne soient pas dignes d'intérêt, même si quelques épiques affrontements n'auraient pas fait de mal non plus à l'intention des amateurs d'histoire du début du troisième millénaire, nous. Enfin, consolons-nous quand même en réalisant qu'avec les moyens de l'époque, tous ces raids sont sacrément impressionnants. Et si on se met à la place des bouseux d'Outre-Rhin, des Germains,
on comprend facilement l'attraction de ce monde romain super riche, très bien connecté avec de belles routes et quasiment sans défense à l'intérieur des terres. Pour le pillard, le premier et le plus gros challenge est de traverser le Limès ou de le contourner par la mer. Mais une fois arrivé dans l'arrière-pays, seulement défendu par des villageois pas spécialement armés pour se battre, c'est le jackpot, du gruau pour nos barbares. Comme quoi la ligne Maginot avait déjà ses limites au IIIe siècle. Absolument. C'est ça le modèle du pillage des Francs que nous décrivent les auteurs romains terrifiés de l'époque. Francs pour la Gaule du Nord, évidemment, mais on a exactement le même scénario plus au sud avec les Alamans. Que ce soit au sud de la Loire ou en Rhétie, c'est-à-dire la Suisse actuelle, le principe reste à peu près le même, à ceci près que ces raids semblent être de plus grande ampleur. Des bandes apparemment de dizaines de milliers d'hommes franchissent les Alpes ou les monts du Jura en 260 selon les auteurs, avec les mêmes objectifs, mais des moyens apparemment plus conséquents. Et comme on l'a noté lors du dernier épisode, les Romains n'arrivent pas vraiment à s'opposer à l'attaque de ces groupes géants non plus. Sauf à coup d'embuscade pendant le retour des Joutung, stoppés par Génialis dans l'école alpin, si vous vous rappelez. Un seul récit détaillé nous est parvenu sur ces attaques contre la Gaule. Mais il est assez douteux. Écrit par Grégoire de Tours, un auteur tardif dont nous reparlerons pleinement dans ce podcast. L'historien du Haut Moyen-Âge nous parle 3 siècles après les faits d'un roi des Alamans, un certain Crocus, à la tête d'une armée fonçant vers le cœur de la romanité et brûlant à peu près tout sur son passage cette année-là. Alors, on n'est même pas sûr que ce Crocus ait vraiment existé en fait, ou son armée. Mais son histoire, ou sa légende, symbolise à elle toute seule le choc que représente l'arrivée d'une armée barbare si proche du cœur de l'Empire. En 260, Rome réalise que 5 siècles après Hannibal, les guerriers germains sont maintenant capables de venir les défier sur leur propre terrain. Car nos bandes germaniques, qu'elles soient franques ou alémaniques, sont composées de semi-professionnels, voire de professionnels, de véritables experts de la guerre, des combattants entraînés à se déplacer vite et à frapper fort partout où ils passent, et des professionnels qui commencent maintenant à bien connaître la tactique romaine à force de les affronter, ou d'avoir été formés par eux, car certains Germains ont probablement dû servir Rome auparavant comme mercenaires, phénomène dont nous allons bientôt reparler là aussi. Ces hommes savent comment l'armée romaine s'organise et se déplace, et donc peuvent assez facilement les éviter en cas de besoin pour se focaliser sur leur prochaine cible mal défendue, ou alors les affronter en bataille rangée lorsque leur supériorité numérique semble leur donner l'avantage, comme c'est le cas des Alamans. L'auteur byzantin Zonaras nous raconte même comment l'empereur Galien réussit à l'arracher une victoire contre les Alamans, en précisant qu'avec une armée de seulement 10 000 hommes, il n'hésita pas à livrer bataille contre 30 000 Alamans dans les environs de Milan, bataille qu'il gagna. Les chiffres des auteurs, surtout tardifs, doivent être toujours maniés avec précaution. Mais on trouve là l'écho d'une belle victoire de Galien pour repousser les pillards alamans, et sans doute les renvoyer de l'autre côté des Alpes, là où Génialis et d'autres officiers romains leur tomberont sur le rable au passage. Ouais, enfin, belle victoire, belle victoire. Ça confirme surtout le désavantage numérique des Romains en 260, après le maelstrom de calamités qu'ils ont dû affronter. Un succès à l'arrache donc, alors que ces bandes ont déjà fait des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres de l'Empire et commis un maximum de destruction. Donc on va se détendre un peu sur la puissance romaine triomphante en 260, hein. Rome n'arrive plus à empêcher autant d'ennemis de pénétrer sur son territoire en même temps, mais peut essayer de mobiliser le reste de troupes disponibles pour en intercepter certains en cours de route. En fait, le navire Rome prend l'eau de toutes parts, mais ne coule pas, encore. C'est fluctuat net mergitur. Heureusement qu'il leur reste leur fameux dicton aux Romains. Non, en effet, l'Empire romain souffre de toutes parts, mais ne s'écroule pas. Malgré les coups, malgré les désastres, Rome s'accroche avec le passage de la vague germanique cette année-là. Car Rome peut quand même compter sur quelques faiblesses côté barbare. Car une première chose interpelle quand même au milieu de ces descriptions apocalyptiques. En fait, nous n'avons quasiment aucune description concernant la prise de ville majeure de l'Empire. Aucun indice d'une grande cité des Gaules qui tomberait dans les mains des Alamans ou des Francs, que ce soit Lyon, Autun ou Trèves. C'est pourtant là, dans ces villes, que se trouvent probablement les richesses les plus intéressantes à aller chercher pour les pillards germaniques. Mais autant qu'on puisse le confirmer, par l'archéologie, rien de tout cela ne semble se produire dans les grandes cités de Gaule ou d'Italie. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu d'attaque cependant, mais plus probablement
qu'elle serait plutôt contre des sites moins importants ou sans succès. En fait, seul le texte de Grégoire de Tours, avec le fameux chef alamand Crocus, mentionne un épisode de ce type. Mais on l'a dit, c'est un texte très tardif et sans autre écho dans les sources, donc un minimum de prudence s'impose. D'après lui, notre Crocus, roi des Alamans, brûle un temple immense appelé Vasso-Galatée dans la future ville de Clermont-Ferrand. Une destruction considérable dont certains pensent voir les restes de nos jours dans la ruine qu'on peut voir rue Rameau, près de la place de Jaude. Peut-être. Hein. Toujours selon Grégoire, le même Crocus porte ensuite son armée sur la ville d'Arles, qu'il assiège sans succès, avant d'être capturé et mis à mort par les habitants de la cité gallo-romaine. Cette histoire de Crocus a longtemps été pensée totalement fantaisiste, comme la vie de ce roi. Pour la plupart des historiens, la destruction du grand temple de Clermont-Ferrand par les Alamans est difficile à attester par ses seuls témoignages 3 siècles plus tard. Quant à Arles, même si des archéologues ont découvert des traces de destruction et d'incendie dans la banlieue de Trinquetaille, en face de la vieille ville d'Arles, sur la rive gauche du Rhône datant de la période 250-270, qui semblerait coller à la description, force est de constater que la ville n'est pas tombée. Ouais. Enfin, pas sûr que Grégoire de Tours soit hyper fiable pour le coup sur des événements vieux de 300 ans à son époque. Une autre hypothèse serait de se souvenir de la campagne de terreur de 260 a été associée à une ruine monumentale que Grégoire de Tours a dû connaître et a fini par mélanger à son histoire. Petit détail intéressant, Grégoire de Tours ne vient pas de Tours, mais de Clermont, comme son nom ne l'indique pas. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on peut supposer que déjà à l'époque, les résultats de l'ASM n'incitaient pas à la fanfaronnade si on voulait garder un peu de crédibilité. De toute façon, ça pèse pas très lourd au final, ces 2 épisodes de Clermont et d'Arles, comme cités, attaqués par les barbares, si seulement ça s'est passé comme ça. J'imagine que Grégoire nous raconte tout ça, surtout pour faire son moralisateur et conclure sur la capture devant Arles et la mise à mort du fameux Crocus qui ne l'avait pas volé. Bam, dans sa face à l'Alamand. En tout cas, on peut surtout conclure que des bandes de Germains ont réussi à s'enfoncer très au sud pour mener leurs attaques sur les campagnes, traversant de fait des centaines de kilomètres de territoire et convergeant vers la Méditerranée et la péninsule italienne. Pour les villes, mieux défendues, ça reste un peu plus hypothétique et sujet à caution. Et oui, car il est assez probable que les techniques et l'équipement dont disposent les Francs et Alamans les rendent bien incapables de mener de véritables opérations de siège d'envergure sur des cités bien défendues, qu'elles s'appellent Arles par exemple, ou tout autre grand nom de l'époque. Francs et Alamans ne disposent en général que de l'équipement rudimentaire du guerrier germain, qu'il soit à cheval ou à pied. La spata, c'est-à-dire une épée longue et tranchante, qu'on utilise de taille avec l'objectif de fracasser la ligne de défense ennemie, en combinaison avec le bouclier, l'arc, voire la lance pour les cavaliers. Des armes offensives parfaites et polyvalentes qu'on peut utiliser en bataille rangée, comme pour des corps à corps lors d'escarmouches. Prenons l'exemple de la spata. C'était une épée longue dont la lame mesurait 70 à 90 cm de longueur et 5 à 6 cm de largeur. Elle différait du glaive romain utilisé depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, car celui-ci ne dépassait pas les 60 cm de longueur pour une largeur presque équivalente. Une épée parfaite pour frapper de grands coups, à même de faire reculer facilement des soldats peu protégés et surtout mal organisés pour présenter une défense efficace. Un état de fait qui devient une réalité pour les forces romaines moins entraînées et moins professionnelles de cette époque. La Spata est donc l'armée polyvalente idéale. Elle dispose d'une capacité de choc importante pour semer la panique avec des adversaires un peu verts en bataille rangée. Mais elle sert aussi utilement pour des embuscades, des combats au corps à corps ou des prises d'assaut. Ok, c'est un peu un couteau helvète Taspata, quoi, mais avec une plus grosse lame, c'est bien ça? En tout cas, une arme efficace contre d'autres barbares ou des armées pas très bien organisées, au point où les Romains finiront même par troquer leur vieux glaive pour cette épée comme arme mieux adaptée au combat de la fin de l'Empire. En tout cas, ce qui doit nous interpeller, ce n'est pas ce que les Germains ont à leur disposition à ce stade, mais plutôt ce qu'ils n'ont pas. D'abord, peu de protection individuelle, utile surtout pour une guerre statique pour parer un minimum les projectiles de défenseurs retranchés ou protégés par une ligne d'infanterie bien organisée, mais plutôt gênant si vous voulez rester mobile. Et puis surtout, pas d'artillerie ou de machines de siège. Aucune arme mécanique sophistiquée à même de mettre à bas des défenses ou de saper des murailles. Balistes, catapultes, rien de tout ça n'est disponible.
Ce qui ne doit pas nous étonner au vu de la civilisation dont ils sont issus. Une civilisation rurale, comme nous l'avons déjà dit, à l'époque de Tacite, sans ville et sans fortification, où la guerre se limite à des razzias, souvent à cheval, contre les villages voisins. Et puis ce sont des équipements qui ne correspondent pas à une guerre de mobilité rapide, qu'on ne peut pas emporter sans avoir une logistique importante, ou si on veut conserver une bonne vitesse de déplacement. Et puis, il y a plus que la problématique de l'équipement. Le ou les chefs qui s'imposent sur les bandes de Germain n'ont sans doute qu'une autorité très limitée, liée à un prestige personnel qui s'acquiert aussi vite qu'il ne se perd. La mention d'un roi comme Crocus, extrêmement douteuse comme on l'a dit, cache mal le fait que l'on ne sait généralement rien de ces chefs. Probablement par ignorance crasse des Romains, mais certainement aussi car ces leaders ne sont que de petits chefs de bande, qui peuvent momentanément s'élever au-dessus d'un ou de plusieurs groupes, mais dont la durée et le rôle ne peuvent être que très limités en fait. On parle d'hommes qui se hissent temporairement au sommet de la pyramide sociale dans des groupes de pillards. Mais rien ne semble indiquer qu'ils appartiennent à de véritables dynasties ou qu'une structure politique solide les soutient à la tête de leur bande, sinon leur gloire personnelle. Gloire qui peut disparaître immédiatement au moindre revers. Et sans une organisation politique derrière eux, sans une légitimité plus large que leur réputation au sein de leur petite troupe, il est peu probable qu'ils puissent organiser et diriger des territoires ou des villes une fois leur attaque terminée. Et donc que la moindre conquête territoriale puisse se maintenir dans la durée. Oui, donc le mot invasion, souvent utilisé pour décrire ces opérations, est donc au mieux une véritable blague. Les Germains ne sont pas venus annexer ou coloniser ces territoires. Les hommes d'outre-Rhin ne sont pas technologiquement prêts, de toute façon, à s'emparer des places fortes ou avoir l'organisation administrative et politique pour contrôler un monde pareil. Mais bon, on peut facilement comprendre que ces opérations restent perçues comme des campagnes de terreur en 260. Des opérations qui marquèrent durablement les consciences, à défaut de changer la structure politique ou la société gallo-romaine, fondamentalement avec des passages bien trop rapides pour ça. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas eu d'importance, ces destructions, sinon que de frapper les auteurs romains? Pas du tout. Les raids Alamans et Fronde n'ont duré que quelques années, mais les conséquences ont été très profondes par contre. Pour les pauvres paysans gallo-romains qui sont tombés entre leurs mains d'abord, ou pour leurs fermes si elles a eu la malchance de se trouver sur leur route. Mais les raids de 260 vont surtout avoir un sacré impact politique qui a de l'importance pour la suite de notre histoire. Vous vous rappelez l'épisode précédent avec le départ de Galien pour les Balkans et son organisation à deux têtes sur le Rhin, avec son fils Salonin et son top général Posthume. Le gallo-romain Posthume va faire des exploits dans le nord de la Gaule et en Belgique actuelle pendant ces quelques mois lorsque Galien est occupé au sud avec les groupes de Goths ou d'Alamans qui pénètrent jusqu'en Italie. Posthume, lui, est la force qui compte en Gaule. L'homme qui chasse et qui détruit méthodiquement toutes les bandes de ce territoire, aidant même son collègue génialiste de Réti à Augsbourg pour détruire les Joutung de la Confédération alémanique sur le retour, si vous vous rappelez bien. Et peu à peu, avec acharnement, il commence à reprendre le contrôle du nord de l'Empire, abandonné à son sort avec les dernières troupes qu'il a pu constituer. Beaucoup de Francs vont repasser la frontière les bras chargés de butin, mais pas tous. À la manière des Joutung, un grand nombre de bandes de Francs finira massacrées par les troupes romaines, dont l'efficacité en terrain ouvert reste redoutable, tant qu'elles sont correctement commandées. Et commander les troupes, c'est ça la spécialité de Posthume. L'homme va même prendre le titre de Gallicum Restitutor, le restaurateur des Gaules, titre de gloire issu directement de ses exploits et asseoir progressivement sa réputation auprès des soldats et des populations du Nord. Ce qui, évidemment, va finir par avoir quelques conséquences. Voyons voir. Un général à succès, loin du contrôle impérial, aimé par la population locale qu'il défend courageusement et à la tête de troupes qu'il adore et dont il assure la richesse. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement? Je vois pas du tout pourquoi ça tournerait mal. N'empêche que Gallicum Restitutor, ça claque. Moi je dis, il avait le sens du titre, Posthume. Ne tournons pas autour du pot. Les auteurs nous rapportent qu'une bande de Francs tentant de repasser le Rhin avec son butin est mise en pièces par l'infatigable Posthume qui récupère au passage tous leurs trésors de guerre. Salonin, le fils de Galien et commandant en chef de la région, lui demande de restituer ce butin puisqu'il est sous son autorité et que son armée opère pour le compte de Rome normalement.
Le butin qu'il a repris aux Germains appartient à l'Empire, pas à Posthume ou à son armée. Mais Posthume refuse et distribue tout le trésor à ses hommes, les véritables héros de l'affaire. Un geste qui, à coup sûr, lui assure encore un peu plus de popularité avec son armée. Et comme par hasard, Posthume est immédiatement déclaré empereur par des légions reconnaissantes pour un chef qui sait enfin les diriger et protéger leur pays. Et les payer aussi. Ni une ni deux, nos légionnaires rebelles foncent sur Cologne et s'emparent dans la foulée de la ville. Et là, immense surprise, les troupes mettent la main sur Salonin et le mettent immédiatement à mort, soi-disant contre la volonté de Posthume. Mouais, on va dire que ça s'est passé comme ça. Galien ne pourra pas s'opposer à l'usurpation de Posthume, et celle-ci aura pour résultat direct de créer un empire gaulois. Alors, rien à voir avec Vercingétorix ou les Arvernes, hein. L'empire gaulois est un bout d'empire romain, peuplé par des Gallo-romains totalement romanisés, qui veulent juste disposer d'un homme fort, à même de les protéger efficacement contre les barbares. Exactement ce que sait faire Posthume, et à quoi il va s'occuper pendant la prochaine décennie. Stabiliser la frontière derrière le Rhin, remonter les défenses et les postes de garde, chasser toutes les bandes de Francs. Un nouvel empereur reconnu par tous les Romains de la partie nord-ouest de l'Empire, à l'image de notre général de Rhétie Génialis et de son hôtel de la Victoire d'Augsbourg. Galien tentera plusieurs fois d'aller déloger ce traître et l'assassine de son deuxième fils, mais sans succès. Lui-même étant toujours occupé ailleurs, contre les Goths sur le Danube notamment. Et c'est donc comme ça que durant la décennie 260-270, l'Empire romain à l'ouest va rester divisé en deux parties indépendantes et hostiles. Deux gros blocs opposés, chacun étant principalement occupé à protéger son bout d'empire contre les Goths, les Alamans ou les Francs, selon sa localisation. Ah, mais ça doit finir par un duel entre nos deux prétendantes en histoire. Enfin, si on était à Hollywood, avec Galien qui défie Posthume en combat singulier pour trancher leur dispute. Sauf que c'est la Gaule, pas Hollywood, ou Sanus Lignum comme il disait à l'époque. Et le duel n'aura finalement jamais lieu. Nos deux empereurs régneront respectivement sur leur partie d'empire pendant une bonne dizaine d'années. Et, je sais que je vais en choquer beaucoup là, ils seront tous les deux assassinés, à quelques mois d'intervalle. Posthume et Galien finiront donc exécutés de la main de leurs propres hommes, mécontents de leur règne respectif et décidant de tourner la page pour se choisir d'autres généraux comme empereurs. Quand on vous dit que ce troisième siècle c'était un peu la fête du subligagulum, autrement dit un joyeux boxon politique et militaire à Rome. Ok, mais, et je me joins à vous pour le dire, et les Francs dans tout ça, Xavier? Alors on peut dire que le résultat de toute cette période est un peu mitigé, si on se place du point de vue des bandes de Francs. D'accord, ils se sont une nouvelle fois fait chasser de Gaulle par Posthume, l'homme fort de Gaulle capable de mobiliser la machine romaine efficacement. Donc on peut dire retour à la case départ si on veut. Mais oui et non en fait. D'abord, si on en revient aux objectifs initiaux, les raids de 260 qui se terminent quelques années plus tard ont atteint leur objectif initial après tout. Un paquet de Germains se sont enrichis, leur pillage effectué et revenus sains et saufs derrière la frontière. Certains chefs de guerre et leurs hommes ont assuré leurs vieux jours et ceux de leur famille pour un certain temps. Mission accomplie donc. Et pour ceux qui ont mal fini en Gaule, eh bien, c'est la loi de la guerre. Mais il y a un peu plus que cela tout de même. La fréquence et l'ampleur de ces opérations ne peut pas être sans effet sur le monde germanique et les Francs en particulier. À un certain moment, à force de se frotter aux Romains et à leurs troupes, à force de traîner sur leurs terres, de ramener des esclaves romains, des ouvriers, des artisans spécialisés, une diffusion progressive de culture romaine à haute dose commence à se propager chez les Francs. Non pas que les deux mondes aient jamais été étanches avec une parfaite ignorance de ce qui se passait sur l'autre rive du Rhin, d'un côté comme de l'autre. Comme on l'a dit, diplomatie et commerce ont toujours connecté les deux univers. Mais avec des incursions aussi massives côté romain, les Francs vont inévitablement revenir transformés et commencer à absorber à grande vitesse l'influence culturelle et technologique de ce monde fascinant et riche juste à leur porte. C'est peut-être cela le gain le plus important pour les Francs de 260 et des années qui vont suivre la décennie de stabilisation de Posthume. Pas l'or ou les esclaves, mais la connaissance. Et cette connaissance, au fur et à mesure que l'Empire prend l'eau de toutes parts, va commencer à rapprocher ces deux mondes d'une manière que ni Tacite, ni tous les autres auteurs n'auraient jamais pu soupçonner.
Ainsi, la crise du IIIe siècle marque non seulement les Romains, mais aussi certainement les Gaulois et les Germains. Quant aux Francs, ils semblent de plus en plus intrépides et réguliers dans leurs actions de pénétration en terre romaine et gauloise. Nous sommes donc au début d'un grand mouvement de population qui va durer plusieurs siècles. Il est important de rappeler à nouveau que les expressions d'invasion barbare, voire d'invasion germanique, sont totalement impropres. On assiste bien à un vaste mouvement de population en Europe. Il ne fait que débuter et il va se poursuivre jusqu'au VIe siècle. L'Empire romain en Occident est en somme en train de changer de visage. Des tribus germaniques vont s'installer progressivement sur les territoires romains, mais au IIIe siècle, on en est encore essentiellement au stade de simples raids. Les invasions n'existent pas. Ce sont les chroniqueurs chrétiens, tels Jérôme de Stridon, au IVe-Ve siècle, puis plus globalement les historiens des époques médiévales et modernes, qui ont popularisé cette expression. Jérôme de Stridon parle en effet d'une invasion générale dans tous les recoins de l'Empire. Les barbares sont présentés comme des pilleurs violents, semant l'horreur et la mort sur leur passage. Telle est l'image caricaturale habituellement véhiculée. Mais encore une fois, c'est une exagération dont les auteurs antiques, emprisonnés dans leur carcan, étaient friands. On parle aujourd'hui de migration des peuples, car celles-ci sont évidentes dès le milieu du IIIe siècle. Il s'agit alors d'une première vague de migration. Rome ne peut plus être sur tous les fronts, et de nombreux points stratégiques sont abandonnés. C'est le cas pour une partie du limès germanique. Il est alors simple, pour les Germains et autres Francs, de passer la frontière et de chercher asile dans des contrées plus hospitalières, d'autant que les guerres pour le trône impérial déstabilisent le système politique et par là même l'armée romaine. Les archéologues ont démontré ces incursions au milieu du IIIe siècle, et ce partout en Gaule. Incendies, destruction partielle ou encore trésors au fond du Rhône nous montrent que des troupes ont traversé le pays dans ces années-là. La deuxième période de migration sera plus importante et débutera au Ve siècle par une scène restée célèbre, celle des tribus germaniques franchissant le Rhin gelé. Mais ceci est une autre histoire pour nos prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr. Et à bientôt pour notre prochain épisode.